Saviez-vous que MicroStrategy et Michael Saylor pourraient jouer un rôle crucial dans l'explosion des crypto-monnaies, le bull run de cette année, voire peut-être des cycles suivants? Et est-ce que vous savez pourquoi et comment en profiter? Je pense que vous avez certainement entendu parler de MicroStrategy et de son CEO, mais savez-vous à quel point ils peuvent vraiment jouer un rôle dans ce qui va se passer dans les prochains mois, voire même prochaines années? Et si je vous disais qu'on avait déjà vécu ça et que ça avait entraîné l'accélération du dernier bull run, et aussi certainement sa chute? Et si je vous disais qu'il y a gros à jouer en comprenant ce qui est en train de se passer, en regardant vraiment ce qui se passe derrière les rideaux des institutionnels? Plus que de simples achats de Bitcoin, c'est vraiment la mise en place d'un levier énorme de l'économie mondiale et particulièrement américaine sur les crypto-monnaies et principalement Bitcoin. Il est impératif que vous compreniez ce qui est en train de se passer pour en tirer profit et surtout vous préparer à la suite. Mais avant de parler de MicroStrategy, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en 2020 et 2021 pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer maintenant et l'implication que ça va avoir. Car oui, c'est peut-être un peu différent, mais on est vraiment pas loin dans la mise en place. À cette époque, le Bitcoin a connu une période de forte croissance. Mais saviez-vous justement que cette croissance a été en partie alimentée par des mécanismes financiers complexes impliquant des fonds comme Grayscale Capital, FTX ou encore 3AC. Alors pour faire simple, on va se replonger quand le Bitcoin était à moins de 10 000 $. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens d'acheter du Bitcoin. Si vous étiez une grande structure ou un institutionnel, vous imaginez bien que pour gérer ses propres clés, ses propres seed phrases, pour une banque ou une grande société, c'était compliqué. Que ce soit même simplement dans la gestion de sa comptabilité ou encore dans la détention de ses actifs. Bitcoin n'est pas un actif comme un autre, c'est pas une ligne sur une banque, et ça demande un peu d'infrastructure. Certes, il y a eu certaines sociétés comme Tesla et d'autres qui y sont arrivés, mais cela demande une volonté et un désir fort de détenir du Bitcoin. Par contre, si on voulait rentrer sur BTC, s'exposer à Bitcoin, simplement, c'était difficilement possible, voire même, dans certains pays, totalement impossible. Et c'est là qu'arrive GBTC. GBTC pour Grayscale Capital Bitcoin, qui a été lancé pour acheter du Bitcoin. Peut-être que ça ne vous parle pas plus, mais je vais essayer de faire simple. C'est un fonds d'investissement qui a été créé par Grayscale Capital, dont l'unique et seul but était d'acheter du Bitcoin et ensuite idéalement d'essayer de se transformer en ETF, qui est arrivé uniquement en début 2024, c'est-à-dire très tardivement par rapport à la date de création de Grayscale Capital. Le fonds achetait des Bitcoins et vous achetiez des parts de ce fonds. Alors oui, mais pour être précis, il fallait donner des Bitcoins au fonds pour créer des parts, et ces parts étaient vendues sur le marché secondaire après une période de temporisation. Pour illustrer le tout, imaginons que vous achetez un Bitcoin et vous le déposiez dans le fonds Grayscale, et en échange, il vous donnait des parts de GBTC, qui pouvaient être vendues sur le marché secondaire, mais avec une période de temporisation de quelques mois, c'est-à-dire quelques mois après. À cette période, le Bitcoin se préparait à vivre un très gros bull run, et la demande pour GBTC était importante et était grandissante. Donc les parts de GBTC étaient vendues avec un premium pouvant aller jusqu'à 30%. C'est-à-dire que vous vendiez une part de GBTC, représentant un Bitcoin, 30% plus cher que le prix de Bitcoin au moment de la vente. Concrètement, toujours dans votre exemple, si vous aviez acheté un Bitcoin à 10 000 $, vous le mettez dans GBTC, dans le Grayscale Capital, et quelques mois après, vous le revendez avec le prix du Bitcoin, par exemple dans notre exemple 20 000 $, sauf que vous ne le vendez pas à 20 000 $, vous vendez la part de GBTC à 20 000 $, plus 30%, c'est-à-dire 26 000 $, soit 16 000 $ de bénéfices et 6 000 $ de plus que si vous l'avez fait uniquement sur Bitcoin. La particularité du fonds est à noter et très importante, c'est que les BTC achetés ne pouvaient pas être vendus, uniquement les parts de GBTC et non pas les Bitcoins qui étaient et qui sont le collatéral des GBTC. Du coup, on avait une pression acheteuse très forte. Mais pourquoi je vous explique tout cela? Vous allez vite voir et vite comprendre et faire l'analogie assez vite avec MicroStrategy, je vous l'assure. Accrochez-vous parce que oui, ça irait si on s'était arrêté là. Mais c'est pas drôle. Non, parce que on est allé beaucoup plus loin.
Donc accrochez-vous, je vais essayer de faire le plus simple possible pour expliquer ce que certains acteurs se sont dit. Parce qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient faire beaucoup plus. Nous avons donc 3AC et Alameda, deux sociétés maintenant disparues, qui ont décidé d'acheter des bitcoins et les placer dans GBTC et se sont dit « Mais dis donc, si je trouvais quelqu'un pour me prêter de l'argent sur mes GBTC qui valent 30% de plus que le prix du bitcoin grâce au premium, pour acheter encore plus de GBTC ». Et là, c'est ici que ça commence à s'emballer, que ça pose problème. Car, comme vous le devinez, ils ont trouvé quelqu'un, une société qui s'appelle Genesis, qui d'ailleurs, au passage, est une société du groupe auquel appartient aussi Grayscale Capital, forcément, beaucoup plus simple comme ça, qui leur prête des sommes folles en contrepartie de leur GBTC pour acheter du Bitcoin. Et là, pour illustrer le tout, on reprend notre exemple. Vous aviez un Bitcoin acheté à 10 000 $, vous le mettez dans GBTC, au lieu d'attendre la revente cette fois-ci, vous demandez à Genesis de vous prêter de l'argent sur le GBTC qu'on vous a donné. Étant donné qu'il a un premium dessus, il ne vaut pas 10 000 $, mais 13 000 $, et c'est la somme qu'il vous prête. Enfin, peut-être un petit peu moins, étant donné qu'il y a un certain nombre de frais, mais ça vous permet d'acheter, au lieu de 1 Bitcoin, acheter 1,1 Bitcoin. Et vous pouvez le faire tout de suite et le redéposer dans GBTC, redemander un emprunt, et ainsi de suite. Et vous entamez une boucle d'investissement quasiment infinie. C'est comme si vous utilisiez une maison avec un emprunt comme garantie pour obtenir un prêt, acheter une nouvelle maison, et utiliser cette nouvelle maison pour faire un emprunt et acheter une nouvelle maison, et ainsi de suite. Vous imaginez bien que ça ne pouvait pas marcher infiniment. Une boucle sans fin qui a entraîné quelque chose d'impressionnant, ça a été l'hypervalorisation de Bitcoin. Et oui, car en faisant cela, le nombre de Bitcoin dans Grayscale Capital est passé de 365 000 à 650 000 Bitcoin, et le tout en 6 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Simplement, ils ont arrêté car il fallait bien écouler à un moment donné les parts de GBTC accumulées, et je le rappelle, on ne peut pas sortir les bitcoins de Grayscale Capital, tant qu'ils n'étaient pas des ETF, et ils ont essayé à de nombreuses fois de convaincre la SEC de devenir un ETF. Ces demandes ont été systématiquement refusées. Donc ça s'est calmé et ça a donné un top en 2021, comme on peut le voir au niveau des graphiques. Puis, la machine a commencé à dérailler en 2022 avec le crash de Terra Luna, où la boucle ne pouvait pas se déboucler, car le premium de 30% qui était le cœur est devenu un discount sur le GBTC, c'est-à-dire une perte de 30%, c'est-à-dire que quand vous vendiez votre GBTC, vous le vendiez avec 30% de décote. Au lieu de 10 000 dans notre exemple, vous le vendiez du coup 7 000 $. Et donc le système a tout simplement éclaté. Alors il n'y a pas eu que ça, je suis d'accord, on retrouve plein d'autres acteurs, plein d'autres raisons que j'ai juste simplifié au maximum pour comprendre le système en place, car on y retrouve un peu de ce que veut faire Michael Saylor, mais encore autrement. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de me soutenir en la likant, en vous abonnant et en la partageant avec vos amis, pourquoi pas, pour qu'ils comprennent bien ce qui est en train de se passer. Et laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'impact de MicroStrategy sur le Bitcoin, en sachant ce que je vais vous raconter tout de suite. Parce que je vais vous expliquer comment potentiellement en profiter et quels sont surtout les risques du pari de Michael Saylor, car vous devinez bien qu'il y en a quand même un paquet. Concrètement, et toujours dans le but de faire au plus simple possible, MicroStrategy achète du Bitcoin et le garde dans la trésorerie de sa société. Jusque-là, pas de soucis, c'est ce qui s'est passé au début, 250 millions de $, mais c'est quand il propose de vendre des parts de MicroStrategy pour acheter plus de Bitcoin que ça commence à dérailler. Encore, ça on pourrait se dire que ça va. Mais maintenant, ce n'est plus de la vente, mais de l'emprunt. Je m'explique. Il propose d'utiliser les parts de MicroStrategy pour acheter du Bitcoin. Pour être précis, il va lever de la dette sous forme d'obligations d'actions de MicroStrategy. Il propose donc de prêter de l'argent à la société pour un très faible taux d'intérêt pour continuer à acheter du Bitcoin. La personne qui accepte de prêter de l'argent aura deux choix au moment de la fin du contrat, soit récupérer le cash avec les intérêts, soit acheter l'action de MicroStrategy à un prix décoté, qui est défini dans le contrat et qui sera toujours excessivement avantageux par rapport au prix actuel des actions de MicroStrategy. Car il y a de grandes chances que ce soit en dessous du prix actuel de MicroStrategy, voire même bien en dessous. Bref, c'est du win-win pour l'investisseur, étant donné qu'il peut choisir soit de récupérer l'argent, soit d'activer le pari si jamais il a eu raison, donc il n'y a pas de perte réelle.
Et c'est même win-win pour MicroStrategy car il peut continuer à lever de la dette en créant des nouvelles actions pour acheter du Bitcoin qui lui ne sera jamais dilué. Donc il dilue les actions de sa propre société pour continuer à s'endetter. Le collatéral étant les parts de MicroStrategy et la société elle-même, qui commence à tirer une partie de sa valeur, voire même une grosse partie de sa valeur, des bitcoins qu'elle détient. Et là, vous commencez à voir où ça nous mène. Et oui, plus il achète de bitcoin, plus MicroStrategy est valorisé, et plus il peut lever de la dette, plus il peut acheter des bitcoins, etc., etc. C'est un cercle infini sous une forme de levier. Enfin, presque, car tout cela est valable tant que Bitcoin se valorise et qu'il arrive à lever de la dette. Si jamais ce n'est pas le cas et qu'il doit rembourser la dette, à un moment donné, ça risque de poser problème, et ça c'est la grande question. Surtout quand on regarde les dernières annonces qui ont été colossales. Il parle de lever 41 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. 41 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, cela représente à 60 000 dollars le Bitcoin, 680 000 Bitcoin, soit l'équivalent de la totalité de Grayscale Capital à son plus haut. Soit, si je dois le dire autrement, l'équivalent de ce qui nous a permis de casser des niveaux très importants le cycle dernier. Donc l'un dans l'autre, c'est tant bénéfique pour Bitcoin que dangereux, et c'est le principe même de l'investissement. Si on a des gains, si on a un rendement, c'est qu'il y a toujours un risque associé. Mais est-ce que le pari que Michael Saylor fait est réalisable, et surtout en quoi c'est différent de ce que je vous ai expliqué autour de Grayscale Capital? Et pourquoi je vous ai expliqué tout ça en amont? Pour faire simple, j'ai envie de vous dire, oui, c'est faisable. Il l'a montré en achetant plus de 200 000 bitcoins jusqu'à maintenant, donc pourquoi arrêter? Et là, certains me diront, oui, mais nous avons maintenant les ETF, notamment celui de BlackRock, pour investir en tant qu'institutionnel. Il n'y a plus besoin de se diriger uniquement sur MicroStrategy, comme c'était le cas à l'époque avec Grayscale Capital. Alors oui, c'est vrai, c'est différent, mais je vais revenir dessus dans quelques instants. Je préciserai juste au passage que c'est aussi différent sur le fait que MicroStrategy peut vendre ses bitcoins. Grayscale ne pouvait pas vendre ses bitcoins parce qu'il n'était pas un ETF, donc c'est deux choses qui diffèrent vraiment. Mais j'ai envie de vous dire, tout se joue sur la confiance, une confiance qui a été construite par MicroStrategy et Michael Saylor, qui a montré, que ce soit dans la bulle internet, et même depuis ses débuts sur Bitcoin, sa capacité à tenir ses positions. On l'appelle le Diamond Hand, ce n'est pas pour rien, c'est la représentation du holder parfait, c'est-à-dire la personne qui tient ses positions et qui garde ses bitcoins sans les vendre. Bref, pour revenir aux ETF, la grande différence est que les ETF vendent et ne holdent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ETF sont la représentation de ce que les investisseurs font. Les investisseurs vendent des parts d'ETF, l'ETF vend ses bitcoins. Si les investisseurs achètent de l'ETF achète ses bitcoins. C'est totalement différent, il n'y a pas de stratégie. Chaque entité qui utilise l'ETF a sa propre stratégie et ce n'est pas utilisé de la même façon. Et surtout l'ETF ne peut pas être utilisé comme un outil financier classique lié à la finance traditionnelle. Je m'explique, MicroStrategy est une action, c'est-à-dire une securities aux USA, et elle peut donc être collatéralisée pour faire des prêts comme des prêts lombards ou toute autre typologie de prêts. Donc on peut acheter du MicroStrategy et l'utiliser pour continuer à acheter du MicroStrategy. Alors oui, je sais, ça fait du levier sur du levier, mais c'est la réalité. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que ça attire encore plus de liquidité. Et cette liquidité, vous allez voir, va attirer encore plus de liquidité dans quelques instants. Autre point, étant donné que c'est une action, elle est présente dans de nombreux fonds d'investissement et fonds de pension. Donc ça veut dire qu'elle attire encore plus de liquidité, et plus elle va être valorisée, plus elle va rentrer dans des indices ou sur le radar de certaines family office ou certains acteurs institutionnels qui à un moment donné devront se poser la question si oui ou non ils rentrent sur MicroStrategy. Troisième point, MicroStrategy peut être utilisé comme un produit dérivé avec par exemple des options. Pour faire simple, ceux qui sont pour ou contre le Bitcoin peuvent trader MicroStrategy sans forcément trader Bitcoin. Et c'est là que c'est très intéressant, car ça crée de la volatilité avec la liquidité qui tourne autour de MicroStrategy, et les deux ensemble attirent les investisseurs et les traders encore plus. Que ce soit pour Bitcoin ou contre Bitcoin, et donc cela permet d'avoir des mouvements encore plus forts au niveau de MicroStrategy, ce qui en fait
un titre qui attirera directement les investisseurs. Pour terminer, et cela est une supposition de ma part, je pense que cela entraînera l'accumulation de shorts, c'est-à-dire une position vendeuse directement contre MicroStrategy, et je pense que c'est aussi une optique de Michael Saylor d'accumuler un certain nombre de shorts au-dessus pour faire ce qu'on appelle un short squeeze et pousser encore plus haut, plus fort, et emprunter encore et encore pour acheter plus de Bitcoin. Ça nous fait un peu penser à ce qui s'est passé sur GameStop, dans lequel des petits investisseurs ont réussi à pousser et repousser des hedge funds qui étaient en short sur l'action GameStop. Pour faire simple, le short c'est une position vendeuse qui a une temporalité, ça veut dire qu'on me prête par exemple une action MicroStrategy, je la vends tout de suite, mais au bout de X temps, je dois rendre cette action MicroStrategy. Donc je dois la racheter. Mais que se passe-t-il si je suis obligé de la racheter à un prix qui est beaucoup plus haut que le moment où j'ai vendu? Là, je pars en perte, ça entraîne un gamma squeeze. Globalement, pour faire simple, les gros institutionnels sont obligés de se couvrir, et donc ça donne une accélération haussière très forte au cours de l'action en question. Et dans notre cas, MicroStrategy qui se servira de ça, sans le douter, pour acheter encore plus de Bitcoin. Et dans tout ça, cela sous-entend que Bitcoin montera. MicroStrategy montera aussi 2 ou 3 fois plus, grâce au volume présent sur le titre, et que quand le bull run et le bull market sera terminé, il chutera certainement violemment. Très violemment. Ce qui est sûr et certain, c'est que Bitcoin bénéficiera de cette pression acheteuse, amplifiée en plus par celle des ETF pour pousser encore plus fort. Normalement, ayant dit cela, si vous savez faire, vous comprenez les opportunités à saisir. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des risques, beaucoup de risques, et que ce soit en raison de la concentration de Bitcoin dans une seule main, le risque de liquidation, ou encore les risques de changement de stratégie liés à un changement dans le conseil d'administration de MicroStrategy, il faut impérativement faire très attention. Mais si je devais simplifier, MicroStrategy, c'est du BTC à levier pour la finance traditionnelle, dans la finance traditionnelle, et quand le bull run sera terminé, ce sera certainement une valeur qui chutera tellement fort, tout en gardant ses bitcoins, en tout cas c'est ce que l'on espère, au point que au prochain bear market, ce sera une valeur sous-cotée, détenant énormément de bitcoin, et il y aura certainement des très belles opportunités sur MicroStrategy. Et oui, il faut penser long terme, arrêter de se concentrer seulement sur un cycle et commencer à se projeter. Pour cela, il faut comprendre les implications et les risques, et mettre en place un plan, une stratégie pour construire un patrimoine. Les cryptos et le Bitcoin sont des accélérateurs extraordinaires, oui, mais ce n'est pas magique. Et d'ailleurs, si vous cherchez une stratégie d'investissement ou une méthode, pas à pas, que ce soit pour ce cycle ou le prochain, vous avez en commentaire en description la mienne. Et ce qu'il y a à retenir sur la stratégie de Michael Saylor, c'est que c'est un énorme pari qu'il prend pour sa société, pour Bitcoin, pour la finance traditionnelle. Ça peut être 100% gagnant, dans lequel on gagne une visibilité énorme à travers la réussite de Michael Saylor, ou on va être potentiellement banni suite à la chute de MicroStrategy. Oui, c'est risqué, mais toute personne qui entreprend, à un moment donné, prend des risques, et c'est le principe de l'investissement. Est-ce qu'il est contrôlé? Je pense que Michael Saylor contrôle son risque, et jusqu'où il va être capable de pouvoir le contrôler, ça on aura une réponse très rapidement, globalement, à la fin de ce cycle.